بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Chères étudiantes, chers étudiants, alors là on est dans la 4e séance de ce cours qui porte, bien sûr, qui traite la règle de droit. Et après avoir défini le droit et aussi le rôle et la fonction de droit dans un chapitre introductif, on a parlé aussi de droit objectif et on a traité en premier lieu la règle de droit. Et là, on a défini la règle de droit et aussi la règle de droit et puis sa relation avec les autres règles de conduite sociale. On a traité aussi les caractères de la règle de droit. Aujourd'hui, on va passer à un chapitre qui est très important, à savoir la classification ou les branches de droit. Alors, comme vous le savez bien, l'étude de branches de droit, lorsqu'on parle de branches de droit, on est devant une identification, c'est une exploration de cette discipline juridique. C'est-à-dire que le droit est une branche, c'est-à-dire est un arbre et qui est composé de plusieurs branches. Et chaque branche joue un rôle essentiel dans le système juridique par lequel il conserve son identité, il conserve aussi sa spécificité et surtout sa tangibilité. C'est ainsi que le droit répond à une classification. Ce qui fait que, en parcourant la littérature sur le droit et principalement les écrits sur l'introduction à l'étude du droit, on constate qu'il existe plusieurs classifications. La classification classique en traitant les branches de droit, il y a le droit privé, le droit public et d'autres classifications. Alors nous, on a opté pour une classification fondée sur plusieurs éléments, plusieurs concepts, à savoir est fondée sur le contenu, bien sûr de la règle de droit, la force obligatoire ainsi que la nature des relations juridiques. L'objectif derrière cette démarche est d'essayer d'expliquer, de faciliter la compréhension des étudiants, bien sûr de la règle de droit et surtout des branches de droit. Bien sûr, on commence en premier lieu par la classification relative au contenu de la règle de droit. Alors, cette classification peut être répartie selon son contenu, c'est-à-dire à travers le contenu de la règle de droit. Il peut y avoir une règle de fond et une règle de forme, ce qui fait que la classification de la règle de droit peut être répartie sur le plan de son contenu en règles de fond et d'une part et règles de forme d'autre part. Les règles de fond, en quoi consistent ces règles de fond? Les règles de fond ou les règles fondamentales sont des règles qui déterminent les droits et les obligations. Les droits et les obligations, bien sûr, des personnes, des sujets de droit ou des individus dans le rapport juridique. À titre d'exemple, la règle ou les règles de fond relatives au droit pénal qui précisent les définitions, les catégories des infractions qui déterminent leurs éléments constitutifs et leurs sanctions. Alors ce sont des règles de fond. À travers le contenu de la règle pénale, on constate qu'il s'agit des règles de fond.
Et on peut citer à titre d'exemple aussi les règles de fond relatives aux droits civils qui identifient les droits et les obligations du vendeur, les droits et les obligations aussi de l'acheteur dans un contrat de vente. Un autre exemple des règles de fond relatives aux droits constitutionnels et peut-être aussi invoquées dans ce sens. Alors les règles de droit constitutionnel, dispositions, ce sont des règles de fond. Il s'agit des règles qui concernent l'organisation, par exemple, des pouvoirs. Ce sont des règles de fond. Maintenant, les règles de forme. Les règles de forme, il s'agit des règles qu'on peut dire de procédure. Ce sont des règles procédurales qui représentent la voie judiciaire à suivre pour réaliser des droits décrétés par la loi. Les règles de forme ou les règles de procédure visent l'application concrète de la règle de droit ou des règles de droit pour résoudre une affaire, c'est-à-dire pour la résolution, pour décider dans une affaire à caractère soit civil, soit pénal. Nous citons par exemple l'exercice de l'action civile en justice. Nous citons aussi la procédure ou les procédures pénales relatives aux recherches, aux investigations, les procédures qui consistent aux constatations des infractions, etc. Alors, voilà. Alors, lorsqu'on parle d'une classification fondée sur le contenu, alors il faut penser rapidement et automatiquement à des règles de fond et à des règles, bien sûr, de forme. Mais la classification, il peut être aussi fondée sur la force obligatoire de la règle de droit. Alors, tel que précisé dans la deuxième séance, on a parlé des caractères de la règle de droit et on a traité aussi le caractère obligatoire de la règle de droit. Et on a dit que ce caractère obligatoire n'est pas uniforme. C'est-à-dire, il ne se présente pas toujours sous la même force obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il existe des règles qui s'imposent d'une manière absolue, des règles d'ordre public, alors des règles impératives, et il existe aussi des règles qui sont supplétives, interprétatives ou facultatives. Ce qui fait qu'il y en a des règles qui s'imposent de manière impérative que d'autres. Et c'est la raison pour laquelle les règles de droit peuvent être, comme on l'a souligné, ils peuvent être divisées selon leur force obligatoire en règles impératives et règles supplétives. Maintenant, les règles impératives. Là, déjà parlé de ces règles, et on va essayer de rappeler que ce sont des règles qui présentent une force obligatoire plus élevée puisqu'ils s'imposent d'une manière absolue à tous les individus et ni les juridictions, ni les juges, ni les personnes ne peuvent écarter leur application. Par exemple, le fait de donner la mort à autrui, c'est-à-dire de porter atteinte à la vie d'autrui, est une infraction qui est incriminée par le code pénal. Alors, ce sont des règles impératives auxquelles chacun doit se soumettre et personne ne peut échapper à leur application. Donc celui qui ne respecte pas cette règle, il tombe dans l'illégalité et certainement des poursuites judiciaires seront engagées à son égard afin de lui appliquer la sanction ou de lui attribuer la sanction prévue. C'est ainsi que les règles impératives sont considérées comme des règles d'ordre public. Pourquoi? Parce qu'ils traduisent, comme j'ai dit, les principes fondamentaux de notre société et ils sont nécessaires au maintien de l'ordre public. D'un autre côté, les deuxièmes règles ou catégories de règles
fondées sur la force obligatoire, on a les règles supplétives. Ce sont des règles dont la force obligatoire est moins élevée par rapport aux règles impératives. Dans les règles supplétives, les individus peuvent écarter une règle supplétive, contrairement bien sûr aux règles impératives. Pourquoi? Parce que les règles supplétives, les règles appelées aussi facultatives ou interprétatives, indiquent ce qui est souhaitable, c'est-à-dire que l'individu ou les individus fassent. Alors il est fondé sur une manifestation de volonté. Ce qui fait que les parties, lorsqu'ils souhaitent intégrer une clause, ils choisissent et ils se mettent d'accord sur une clause, okay, dans un contrat par exemple, alors on est devant une règle supplétive. Alors ce sont des règles qui ne s'appliquent que lorsque les personnes les choisissent. Pourquoi? Pour réglementer leurs rapports et leurs relations. Lorsqu'on parle aussi des règles supplétives, ils ne s'appliquent que dans la mesure où les personnes n'ont pas exprimé une volonté contraire. Alors, ce sont des règles qu'on peut dire caractérisées par le fait que leur application peut être écartée par l'un des parties. Parmi, par exemple, on a donné l'exemple de la possibilité dans le contrat de mariage, on peut mettre une clause dont l'épouse peut prévoir, une clause de monogamie. Et puis on a donné aussi l'exemple de contrat de vente, c'est que les parties peuvent préciser le moment de paiement, ils peuvent préciser aussi le moment de la livraison. Dans ce cas, le législateur, dans le cas d'une règle supplétive, le législateur ne fait qu'interpréter la volonté probable des futurs contractants. Il suppose que ces personnes, ces individus, ont voulu telle ou telle chose, à moins qu'il n'ait manifesté une volonté au sens contraire. Maintenant, ce qu'on va ajouter ici dans l'étude de ces règles impératives et supplétives, c'est la distinction. Alors, quelles sont les divergences, la distinction, les éléments de différenciation entre la règle impérative et la règle supplétive. Alors en parcourant la littérature, toujours, nous constatons que la doctrine se réfère à l'élément formel ou verbal et celui de l'ordre public pour distinguer les règles impératives et les règles supplétives. Concernant l'élément formel ou l'élément verbal, alors, il s'agit ici de la signification terminologique ou la formulation de la règle de droit par laquelle nous sommes en mesure de savoir si la règle de droit est une règle impérative ou une règle supplétive. À cet égard, la règle de droit est considérée impérative lorsqu'il est formulé dans un texte clair et explicite qui sert à donner, par exemple, un ordre, une interdiction, ou lorsqu'il est exprimé avec une sanction pénale, par exemple. Cependant, la règle est considérée supplétive lorsque sa formulation comprend des termes qui précisent la possibilité de se mettre d'accord. Alors là, on est devant le choix des parties. Alors, il y a une possibilité de se mettre d'accord pour exprimer une volonté, bien sûr, de choisir cette clause ou cette règle supplétive. Et à ce propos, le législateur n'utilise pas des termes qui visent des ordres, des interdictions, etc., mais plutôt des termes qui vont dans le sens de la possibilité de s'accorder sur une volonté contraire.
à la règle de droit, comme par exemple on trouve dans une règle de droit la formulation suivante, la disposition, et par la suite on trouve la phrase suivante, sauf convention contraire ou sauf si le contrat en dispose autrement. Alors cette phrase ouvre la porte au contractant, aux parties de manifester une volonté ou de faire un accord pour une clause ou une autre disposition, une autre règle fondée sur cette manifestation, fondée sur ce choix. Alors c'est une règle supplétive. Maintenant, deuxième élément de distinction entre les règles impératives et les règles supplétives, c'est l'élément de l'ordre public. Et ça est des fois appelé dans la littérature par l'élément des bonnes mœurs. Et dans le cas où la formulation d'un texte de loi ne nous aide pas à distinguer les règles impératives des règles supplétives, alors il faut revenir au contenu du texte pour saisir cette distinction. Alors, si le contenu du texte de droit, ou de la règle de droit, concerne les fondements sur lesquels repose la société, et principalement les principes, particulièrement les principes liés à l'ordre public ou liés aux bonnes mœurs, la règle est considérée une règle impérative. Par contre, dans le cas où le contenu de la règle de droit ne porte pas atteinte à ces fondements et concerne l'organisation des intérêts personnels des individus, la règle est considérée comme une règle supplétive. Et dans le cadre de la relation des branches traditionnelles de droit, c'est-à-dire de droit privé et de droit public avec l'ordre public, nous soulignons que la majorité des règles de droit public sont d'ordre public. Alors, ce sont des règles impératives. Par exemple, les règles de droit constitutionnel, ce sont des règles d'ordre public et personne ne peut les écarter ou écarter son application. Alors, ce sont des règles dont la force obligatoire est plus élevée. Alors, ce sont des règles d'ordre public. Ainsi, les règles de droit pénal. Alors, ce sont des règles d'ordre public parce que chaque infraction commise constitue une atteinte, une violation, bien sûr, une atteinte à la société et une atteinte par la suite et par conséquent à l'ordre public. Par ailleurs, la relation des règles de droit privé avec l'ordre public est un peu restreinte. Il existe bien sûr, mais il est restreinte. Pourquoi? Parce qu'on est devant une relation qui se diffère d'une discipline de droit privé à l'autre, et ce, selon leur importance. Par exemple, les règles qui régissent les relations familiales, comme l'aptitude, comme le mariage, le divorce, l'état civil, etc., sont considérées des règles d'ordre public. Donc, ils sont qualifiés des règles impératives. Cependant, la notion d'ordre public reste limitée en droit civil. Pourquoi? Parce que cette discipline réglemente les relations et les intérêts individuels. C'est le principe de la liberté contractuelle qui constitue la base de ces relations. C'est pourquoi ce sont des règles, dans la majorité, ce sont des règles supplétives. Ce sont des règles supplétives qui dominent dans cette catégorie de droit, à savoir le droit civil. Et pourquoi elles dominent? Parce qu'ils encouragent. Alors l'objectif, c'est d'encourager les parties ou encourager les affaires et les relations personnelles. Cependant, il est essentiel de noter qu'il existe des règles impératives en droit civil aussi. Ce sont des règles qui conditionnent, des règles
règles qui limitent cette liberté contractuelle, cette manifestation bien sûr de volonté, et d'introduire d'autres clauses de nature supplétive, surtout si elles visent l'organisation et la stabilité de la société. Nous citons par exemple la règle liée à la publicité des actions foncières, par exemple, les règles qui concernent la prescription de droits de propriété, etc. Ainsi, les règles qui régissent l'organisation judiciaire sont d'ordre public. Ce sont des règles impératives parce qu'ils s'imposent de manière absolue à tout et ni les individus ni les juridictions ne peuvent écarter leur application. Par exemple, les individus ne peuvent pas porter leur litige à un tribunal incompétent juridiquement. Aussi, le plaignant ne peut pas déposer les preuves devant la juridiction sans respecter la procédure judiciaire édictée par la loi, etc. De plus, il est essentiel de souligner que la majorité des règles de droit de travail sont considérées comme des règles d'ordre public. Alors, le législateur intervient par des règles impératives pour protéger le salarié en tant que partie faible dans la relation de travail. Nous citons par exemple les règles qui définissent le salaire minimum, la répartition en cas d'accident de travail, etc. Alors ce sont des règles qui ne peuvent pas écarter, on ne peut pas écarter leur application. Ni les personnes, ni les juges peuvent écarter l'application de telles règles parce que ce sont des règles d'ordre public. Alors, par conséquent, on peut les appeler comme des règles impératives. C'est la même chose pour le droit international privé. La majorité de ces règles sont impératives car elles sont d'ordre public, comme la nationalité, le droit applicable, etc. Ce sont des règles liées à la souveraineté et à l'intérêt général. Maintenant, on va passer à un autre critère, une autre classification. Et là, c'est une classification fondée sur la nature des relations juridiques. Et là, on parle de la classification classique, à savoir le droit public et le droit privé. Ceci veut dire que la classification des règles de droit peut être répartie selon la nature des relations juridiques en règles de droit public et de droit privé. Et la distinction entre ces deux branches de droit remonte au droit romain. En principe, le droit privé régit toutes les relations entre les personnes privées, qu'elles soient physiques ou morales, et le droit public régit les rapports juridiques concernant l'État et ses agents. Il s'applique aux relations entre les personnes publiques, entre elles, et entre les personnes privées et les personnes publiques. Chacune de ces deux branches comprend un droit interne et un droit international. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un droit interne de droit privé et un droit international privé. La même chose pour le droit public. Alors on recense d'une part le droit privé interne et le droit international privé, et d'autre part le droit public interne et le droit public international. L'essentiel, c'est que l'analyse sera axée sur la distinction entre ces deux branches classiques de droit, à savoir le droit public et le droit privé. D'après les conceptions classiques, le droit interne se divise en deux branches, le droit public et le droit privé. Le droit public comprend l'ensemble des règles qui sont élaborées dans un État
donné et qui ont pour objet l'organisation même de cet État, de ses collectivités publiques, les régions, les provinces, les préfectures, les communes, etc., et qui gouvernent leur rapport avec les particuliers. Et dans ce cas, par conséquent, le droit public, il englobe tous les rapports de droit qui mettent en rapport l'État, et l'un de ses démembrements ou de ses divisions. Le droit privé est l'ensemble aussi des règles juridiques qui organisent et qui gouvernent les rapports des particuliers entre eux ou avec des collectivités privées, comme les sociétés, par exemple, commerciales, les associations. Alors, c'est le droit civil, il est dans le code des obligations et des contrats, qui constitue l'essentiel de ces règles. Ce qui fait que le droit privé ne s'intéresse qu'aux rapports de personnes privées entre elles. C'est le cas des questions relatives à ce qu'on appelle, par exemple, le droit de la famille, le statut personnel, familial, la succession, comme la réglementation des mariages, la liquidation, la succession. Alors, il en va de même des questions qui relèvent du droit des contrats et des obligations, la vente, le contrat de bail, le contrat de location, et ainsi de suite. Alors, toutes ces situations engendrent des rapports de droit qui mettent en cause les particuliers entre eux. Alors, ils relèvent de droit privé. Au vu de ces définitions, la question qui se pose, c'est de savoir quels sont les critères distinctifs ou les critères qui président la différenciation entre ces deux branches de droit, à savoir le droit public et le droit privé. On a fait une synthèse bien sûr de la littérature pour essayer de faire sortir ces éléments distinctifs, et on a noté trois critères ou trois séries de différenciation d'ordre technique entre le droit public et le droit privé. En premier lieu, certains auteurs se réfèrent à la relation de la règle de droit avec l'intérêt, avec la notion de l'intérêt, pour faire la distinction entre le droit public et le droit privé. Ceci veut dire que lorsque l'intérêt est général, la règle de droit rentre dans le cadre de droit public. Cependant, si l'intérêt est particulier ou privé, la règle de droit rentre dans le cadre de droit privé. Autrement dit, le droit public est un droit que l'intérêt général domine, alors que c'est l'intérêt est privé, dans le cas où l'intérêt privé qui domine, on est dans le droit privé. Ce critère de distinction est insuffisant. Pourquoi? Parce que il y en a des règles de droit qui visent l'intérêt général, même s'ils régissent les rapports entre les individus. C'est le cas, par exemple, des règles de droit liées au mariage, liées à la capacité, liées au divorce, etc. Alors, ce sont ici des règles qui réalisent l'intérêt général et l'intérêt privé en même temps. Deuxièmement, d'autres auteurs mettent l'accent sur la nature de la règle de droit pour distinguer les règles, c'est-à-dire pour distinguer le droit privé du droit public. Les règles de droit public
sont dans leur ensemble des règles impératives, alors que celles de droit privé sont supplétives. Ce critère a été critiqué fortement et reste un critère défectueux. Pourquoi? Parce que les règles de droit public ne sont pas tous impératives et le droit privé englobe des règles supplétives mais aussi impératives. Troisièmement, il s'agit d'une différence ici d'ordre technique, c'est que le droit privé est régi par un principe en vertu duquel nul ne peut faire justice à soi-même. Un particulier n'est pas autorisé à se faire justice lui-même sans le concours ou sans le recours, bien sûr, aux autorités compétentes. Or, en matière de droit public, l'administration a un droit, l'administration publique, bien sûr, a un droit contre un particulier, tel que, par exemple, le paiement des impôts. Alors, elle est habilitée à se faire justice elle-même. Elle a le pouvoir d'assurer l'exécution physique de ses décisions par la loi ou par la jurisprudence administrative. Et on peut aussi ajouter un autre élément, une autre différence d'ordre technique qui réside dans l'exécution des décisions de justice. En droit privé, l'exécution des jugements pourrait être assurée par des mesures de contrainte comme la saisie ou la vente forcée des biens. Par contre, en droit public, il est inimaginable de saisir un bien appartenant à l'État. Alors, je m'arrête ici, puis la séance prochaine, on va essayer d'aborder les matières relevant du droit privé et celles relevant de droit public. Merci pour votre attention.